Bonjour, alors bienvenue à ce webinaire sur les programmes d'échange. Je me présente, je suis Catherine Richard, je suis la coordonnatrice de la Maison internationale et on va passer les prochaines environ 45 minutes ensemble pour vous expliquer en fait comment fonctionne un programme d'échange. C'est un webinaire qui est pré-enregistré, donc je ne pourrai pas répondre en direct à voix haute à vos questions. Mais on peut procéder par clavardage. Vous pouvez poser vos questions par écrit et on vous répondra là, justement par séance de clavardage. Je veux aussi vous informer que vous aurez accès à ce webinaire par la suite. Donc, si vous voulez le revisionner, ce sera possible de le faire là, après la séance d'aujourd'hui. Donc, la rencontre, ce webinaire compte comme une rencontre d'information obligatoire pour les programmes d'échange. Cela dit, il existe certaines rencontres départementales qui sont réservées justement pour les étudiants de certains domaines d'études. Si c'est le cas, s'il existe une rencontre d'information organisée par votre département, il est nécessaire d'y assister parce que justement, il y a des informations spécifiques au déroulement, aux critères, au règlement par votre département. Alors, pour trouver l'information, à savoir s'il existe une telle rencontre, vous la trouverez sur notre site web. Donc, vous avez l'adresse ici. Dans l'onglet Échange étudiants, sciences, informations et activités, ce sera indiqué justement s'il y a une rencontre réservée pour votre département, comme ce fut le cas pour anthropologie, sciences politiques, etc. Donc voilà, donc à l'ordre du jour aujourd'hui, on va parler justement de l'échange étudiant, des conditions de participation, du financement pour rendre le projet possible et enfin des différentes étapes à suivre pour pouvoir déposer un dossier de candidature pour partir à l'étranger. Alors, le programme d'échange, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça donne? Donc, c'est une ou deux sessions dans un établissement partenaire de l'Université de Montréal, ce qui veut dire que vous pouvez joindre l'utile à l'agréable et aller étudier tout en voyageant et en explorant de nouveaux horizons. Ensuite, les cours que vous allez suivre à l'étranger vont être crédités dans votre programme d'études à l'Université de Montréal et ce, sans affecter votre moyenne. Ce qui fait en sorte que vous n'avez aucune perte de temps dans votre parcours. Si vous prévoyez faire votre baccalauréat en 3 ans, c'est possible de le faire. Je vous explique, en fait, vous allez suivre les cours à l'étranger, vous allez recevoir un relevé de notes de l'établissement d'accueil que vous allez présenter à votre département ici à l'Université de Montréal et vous allez obtenir des équivalences. Donc, vous n'aurez pas un A, un B, un C dans votre relevé de notes, mais bien la mention EQV avec le titre du cours de l'Université de Montréal et la mention EQV parce qu'on s'entend qu'à l'étranger, les façons d'évaluer les cours sont différentes. Certains étudiants vont étudier dans une autre langue, il y a un degré de difficulté supérieur. Donc, comme ce n'est pas justement exactement comme à l'Université de Montréal, ce sera la mention EQV. Et ça fait en sorte que c'est une session qui est neutre au niveau de votre moyenne. Ça ne peut pas augmenter ni baisser votre moyenne que d'aller suivre des cours à l'étranger. Ensuite, les droits de scolarité sont payés à l'Université de Montréal. Donc, vous n'avez pas de surprise, vous n'avez pas à payer les frais d'étudiants internationaux à l'étranger qui peuvent parfois être exorbitants. Donc, vous allez payer votre session à l'Université de Montréal et vous gardez les mêmes avantages qu'un étudiant de l'UDM. Donc, si par exemple vous bénéficiez de l'aide financière aux études, vous pouvez toujours en bénéficier parce que vous êtes toujours inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur au Québec. Donc, il n'y a pas de surprise sur votre facture. Cela dit, il y a parfois des frais administratifs qui sont chargés par l'établissement partenaire, que ce soit pour adhérer au centre sportif, pour les assurances, etc. Mais normalement, ce n'est pas des frais exorbitants. Ensuite, c'est bien sûr un programme d'échange, l'occasion de faire la découverte d'une nouvelle culture, d'approfondir ses connaissances linguistiques, donc de perfectionner, voire améliorer justement une deuxième ou une troisième langue. Donc, une super belle occasion justement pour vivre une immersion et perfectionner votre langue sans que ça affecte vos notes à l'Université de Montréal.
Et enfin, ben, c'est aussi l'occasion de faire des rencontres extraordinaires. Vous allez rencontrer des gens du pays, mais aussi d'autres étudiants internationaux. C'est vraiment la découverte de nouveaux horizons, de nouvelles façons de voir votre discipline d'études, de voir un enseignement, des modes d'évaluation qui sont très différents. Et ça peut vraiment vous ouvrir là, sur des nouvelles façons de faire et peut-être, on voit toutes sortes d'étudiants là, qui ont des parcours super intéressants, qui ont fait un échange au baccalauréat, puis après ça, ben, ça va orienter leur sujet de recherche pour la maîtrise, ou ils vont aller faire une recherche, ils vont aller faire leur maîtrise à l'international, ou vont développer un réseau de contacts pour des études supérieures. Bref, ça peut vraiment vous offrir toutes sortes de portes et c'est aussi, on s'entend, un atout sur votre CV. Le fait d'avoir été à l'étranger là, pendant plusieurs mois comme ça vous a permis de développer toutes sortes de compétences interculturelles, linguistiques et tout, qui peuvent vous permettre de vendre votre salade là, une fois en entrevue là, sur le marché du travail. Alors, les conditions de participation pour le programme d'échange. Donc, vous devez être inscrit dans un programme de baccalauréat, de majeur, de maîtrise ou de DESS et répondre aux exigences de votre département. Donc, c'est important de les vérifier si il est possible dans votre département de réaliser un programme d'échange. Il y a beaucoup de programmes où c'est possible de le faire, mais il y a quand même certains départements où il y a des restrictions et dans certains domaines d'études, ça sera plus le stage qui peut être favorisé plutôt que le programme d'échange. Ensuite, au premier cycle, il est requis d'avoir une moyenne égale ou supérieure à 2,7 et au deuxième cycle, et troisième cycle, en fait deuxième cycle, à la maîtrise, là, les étudiants doivent avoir une moyenne minimale de 3,2 pour pouvoir partir en échange. Il faut aussi, au premier cycle, avoir complété 24 crédits avant de pouvoir partir en échange. Et au cycle supérieur, il faut avoir complété 6 crédits. Donc, on s'entend que c'est au moment du départ. Donc, ça se peut qu'un étudiant qui dépose un dossier de candidature en février prochain, en janvier-février prochain, qui en est à sa première session, n'a pas les 24 crédits au moment du dépôt de sa candidature, mais il doit les avoir complétés vraiment avant de partir en échange l'année prochaine. Ensuite, il est important de maintenir un statut à temps plein durant l'échange et suivre des cours qui sont essentiels à l'obtention de son grade. Donc, ça veut dire qu'il faut suivre au baccalauréat l'équivalent de 12 ou 15 crédits UDM pour être admissible à l'échange et tous ces crédits-là doivent compter parmi les 90 crédits du bac. Un exemple que je peux donner, c'est par exemple un étudiant qui est en fin de parcours, qui veut partir à sa dernière session à l'université. S'il a cumulé 81 crédits, il lui en reste 9 pour terminer son baccalauréat. Puis il va dire, ben, c'est pas grave, je vais faire un 3 crédits de plus et je vais avoir mon statut temps plein de 12 crédits. Non, ça fonctionne pas parce qu'il faut que les 12 crédits comptent dans les 90. Alors, un étudiant qui part en dernière session de bac devrait avoir cumulé maximum 78 crédits pour pouvoir partir en échange. Comme ça, 78 plus 12, il compte dans les 90 crédits et ça fonctionne. Et enfin, il faut bien entendu maîtriser la langue d'enseignement et répondre aux exigences de son établissement d'accueil. On veut être en mesure de pouvoir suivre des cours, faire des évaluations. Donc, bref, il faut respecter ces exigences-là. Enfin, je veux aussi insister sur le fait qu'il y a quand même aussi d'autres responsabilités de la part de l'étudiant. Faire un programme d'échange, c'est pas un programme tout inclus avec la Maison internationale où on vous organise vos cours et votre hébergement et votre billet d'avion. Non, c'est vraiment un projet de grande envergure qui s'étale sur quand même une longue période de temps, entre minimum 1 an à 1 an et demi à 2 ans, le temps de commencer ses démarches, déposer son dossier de candidature, partir à l'étranger, revenir. Donc, on a besoin d'avoir des étudiants qui ont quand même les reins solides pour se lancer dans un grand projet qui va impliquer beaucoup de démarches administratives, faire beaucoup de recherches,
Il faut des étudiants débrouillards parce qu'il va falloir faire des demandes de visa, chercher si on s'en va en appartement ou en résidence universitaire, décortiquer comment ça fonctionne à l'établissement d'accueil, leur procédure administrative. Donc, il faut des étudiants qui sont autonomes, qui n'ont pas peur là, justement d'en s'embarquer dans un processus qui s'étale justement sur une longue période de temps. Et l'autre point sur lequel je vais insister, c'est vraiment, vous devez lire attentivement toute l'information que vous allez recevoir. Ça peut paraître évident, mais des fois, on peut s'y perdre parce qu'il y a plusieurs intervenants qui communiquent avec les étudiants dans le cadre d'un tel projet. Donc, il y a la Maison internationale, notre service qui communique avec les étudiants, il y a la Direction des affaires internationales, il y a l'établissement d'accueil, parfois, il y a aussi la Direction des finances. Donc, parfois, on peut un peu se mêler là, avec toute l'information qu'on reçoit. L'UNICEF peut facilement être bombardé de courriels à droite et à gauche. Donc, c'est quand même important d'être très vigilant par rapport à ça pour ne pas manquer une information importante dans le processus. Je vais donner l'exemple d'un étudiant qui avait fait tout le processus. Il a reçu un courriel rendu l'été avant son échange à l'automne. On lui a dit, bon, son établissement d'accueil lui a écrit pour lui dire, vous avez une semaine pour procéder à votre inscription au cours. L'étudiant n'a pas vu le courriel. Finalement, il n'a pas pu s'inscrire à ses cours parce que quand il a voulu s'inscrire, tous les cours étaient complets. Il n'y avait plus de cours qu'il pouvait suivre et qui pouvaient être reconnus en équivalence. Donc, son programme d'échange est tombé à l'eau. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment être très vigilant et vraiment faire attention là, à toute l'information qu'on reçoit dans le cadre du projet. Alors, mythe ou réalité, un échange, ça coûte une fortune. Donc, c'est sûr qu'il y a quand même un budget à prévoir pour réaliser un séjour d'études à l'étranger de la sorte. On va regarder ici là, des exemples de budget. Donc, on a dressé ici le portrait type du budget d'un étudiant à Montréal. Donc, on estime là, que ça peut coûter environ 7 000 $ pour une période de 5 mois. Avec différentes ressources financières, là, bourses, prêts et bourses, là, disons 1 000 $ de revenus de la sorte, avec un 6 000 $ que ça peut coûter à l'étudiant de ses poches. Parallèlement, on a le budget de Catherine et de Laurie qui ont fait un programme d'échange à la session d'hiver 2018. Catherine est allée au Royaume-Uni et Laurie en Espagne. Donc, si on regarde le sous-total, on voit que, bien sûr, ça coûte quand même beaucoup plus cher d'aller faire une session d'études à l'étranger parce que il y a l'avion qui est à payer, il y a un budget voyage, bien sûr, qui va entrer en ligne de compte et surtout la ligne haute, là, des fois, ça prend aussi des mesures un peu plus élevées parce qu'on achète des souvenirs et on se promène, on explore. Les droits de scolarité, on remarque que ça demeure les mêmes. Parce qu'on on paye nos droits de scolarité à l'Université de Montréal. Mais bref, donc au total, on voit qu'il y a quand même une différence assez notable, qui est très variable là, aussi selon le pays et la ville dans laquelle on va. Là. Il y a le coût de la vie qui est à prendre en considération. Ensuite, on soustrait les sources de bourses et d'aides financières dont ont bénéficié les étudiantes. En allant à l'échange, elles ont pu recevoir des bourses de mobilité, ce qui fait en sorte qu'au final, ça leur a quand même coûté moins cher. Dans leur cas, ça leur a coûté presque moins cher que de rester à Montréal. Donc, à vous quand même à faire l'exercice de regarder vos budgets, regarder vos dépenses, regarder vos sources de revenus, à regarder les différentes sources de bourses qui peuvent exister. Je vais en parler là, tout de suite après. Mais c'est ça, là, on peut voir là, que peut-être ça peut être avantageux là, justement pour votre budget d'aller étudier à l'étranger. Alors, on va faire l'exercice. C'est sûr qu'il faut prendre en considération dans votre choix de destination des variables telles que les frais des assurances, le coût du visa qui peut varier entre 0 et 700 $ selon le pays, le taux de change et le coût de la vie dans la ville d'accueil. Donc, planifier son budget, si vous allez dans l'onglet Bourse et financement, planifier son budget, vous allez trouver
une grille budgétaire ainsi que des exemples de budget d'étudiants. Donc, ça peut vous donner une idée. Je vous invite fortement à aller les consulter pour avoir justement une idée de quelles ont été les dépenses des étudiants selon la destination. On n'en a pas pour toutes les destinations, malheureusement, mais vous pouvez surveiller notre courriel, puis notre site web, et on va en mettre là aussitôt que d'autres étudiants vont nous fournir d'autres budgets de leur destination d'échange. Alors, pour vous aider, donc je parlais des sources financières. La bourse de mobilité du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, l'Université de Montréal reçoit une enveloppe budgétaire du ministère pour justement encourager les séjours d'études à l'étranger. Les critères d'admissibilité sont, il faut être inscrit dans un programme de baccalauréat ou de maîtrise. Donc là, je veux juste apporter une précision. Si vous êtes dans un programme de majeur ou de DESS, il est possible de partir en échange. Toutefois, vous ne serez pas admissible à la bourse de mobilité. Il faut vraiment être dans un programme où il y a une obtention d'un grade, donc de baccalauréat ou de maîtrise, pour être admissible à la bourse de mobilité. Si vous faites une majeure et vous combinez cela avec une mineure, à ce moment-là, ça fait un baccalauréat par cumul de programme. Ça vous rend admissible. Toutefois, c'est nécessaire de parler avec une des conseillères de la Maison internationale pour qu'on regarde votre profil et qu'on règle certains petits détails administratifs pour être sûr que vous allez être admissible au moment de votre échange. Ensuite, les étudiants internationaux sont bien admissibles, donc ça c'est une bonne nouvelle. Par ailleurs, en termes des montants qui sont octroyés cette année pour 2019-2020, c'est 3 200 $ par session qui étaient accordés aux étudiants. Et bien sûr, c'est en fonction du budget disponible. Donc, la bourse, l'enveloppe budgétaire n'est pas infinie, malheureusement. Mais la bonne nouvelle est que à l'automne 2019, c'est environ 90% des étudiants qui ont reçu la bourse de mobilité. Donc, c'est quand même un bon pourcentage. L'autre bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a aucune démarche à faire supplémentaire pour demander la bourse de mobilité. Le dossier de candidature pour le programme d'échange fait office de demande de bourse automatiquement. Chaque demande de programme d'échange va être analysée pour la bourse de mobilité. Et oui, en fait, comme je disais, le fait d'être admissible à la bourse de mobilité ne garantit pas l'octroi, mais quand même, le taux d'étudiants qui la reçoivent est quand même assez élevé. Ensuite, pour vous aider encore, il y a un autre organisme qui s'appelle LOGIC, les Offices Jeunesse internationaux du Québec, qui peut offrir une aide financière pour le billet d'avion pour tout séjour à l'extérieur du Canada. Il faut être résident permanent du Québec âgé entre 18 et 35 ans. Et ça va, là, c'est un premier, sur la base du premier arrivé, premier servi. Il y a une plateforme en ligne là, où il faut remplir une candidature extrêmement simple. Et justement, premier arrivé, premier servi, un étudiant va recevoir un montant forfaitaire selon la destination de son échange. Ensuite, l'aide financière du Québec. Donc, comme je mentionnais précédemment, en étant toujours inscrit à l'Université de Montréal, l'étudiant peut toujours bénéficier des prêts et bourses. Le répertoire des bourses de l'Université de Montréal. Donc, moi, je vous invite fortement à aller le consulter et aussi à aller aimer la page Facebook Financer ses études. Sur la page, vous allez trouver toutes sortes de... justement, là, on va vous publier c'est quoi les bourses à surveiller avec des dates limites à venir. Il y a vraiment toutes sortes de bourses avec toutes sortes de bailleurs différents, donc toutes sortes de critères différents, que ce soit, par exemple, il y a des bourses de persévérance scolaire, d'implication scolaire. Donc, ça vaut la peine d'assister à un de leurs ateliers sur la recherche de bourses et de naviguer un peu là, sur leur répertoire là, pour voir toutes les possibilités là, qui s'ouvrent à vous si vous faites les recherches. Enfin, emploi étudiant. Donc, il est possible, lors de son programme d'échange, d'occuper un emploi. Il y a le service des admissions et du recrutement qui recrute des ambassadeurs.
des ambassadeurs qui vont aller faire la promotion de l'Université de Montréal à l'étranger pour justement recruter des étudiants internationaux pour venir chez nous. Donc ça implique par exemple d'aller faire des présentations dans des lycées français par exemple ou d'être présent dans des foires d'éducation internationale. Donc un emploi qui peut être bien intéressant. Et nous, la Maison internationale, nous engageons aussi des correspondants. Donc, je vais en parler à l'instant. Nos correspondants, qu'est-ce qu'ils font? Donc, ils animent le groupe Facebook d'étudiants migrateurs. Donc, je vous invite fortement à aller aimer cette plateforme. Le groupe Facebook regroupe plusieurs milliers d'étudiants là, depuis environ minimum 5-6 ans. Donc, c'est des étudiants qui sont déjà partis en échange, des étudiants qui souhaitent partir en échange, comme vous là, qui sont en train de se renseigner, et des étudiants qui sont présentement en échange. Nous engageons justement des étudiants correspondants influenceurs. Cette session, à la session d'automne, nous avons un étudiant qui est en Finlande, un autre en Italie et une étudiante en Corée du Sud. Alors, ils font des publications sur leur destination. Et vous pouvez, là, sur cette plateforme-là, suivre nos étudiants, faire des recherches par hashtag pour faire le hashtag pays pour aller voir des vieilles publications aussi sur d'autres pays. On a eu vraiment plusieurs pays qui ont été représentés. Et aller aussi poser n'importe quelle question que vous pourriez avoir. Nous, la Maison internationale, on est vraiment présent au niveau administratif, des démarches et tout, mais on n'a pas toujours réponse à votre question spécifique là, par rapport à c'est quoi la meilleure résidence à l'Université Aix-Marseille, par exemple. Alors, sur cette plateforme-là, là, vous allez pouvoir sans doute trouver une réponse à votre question. Je vous invite aussi à aimer la page Facebook de la Maison internationale. Donc, on va publier toutes sortes de nouvelles importantes, des portraits d'université. Quand on a connaissance de différentes offres de bourse, on va les publiciser aussi sur notre page. Et il y a enfin aussi notre Instagram, l'étudiant migrateur, encore une fois. Donc, c'est nos étudiants qui sont en échange qui publient des super belles photos. Donc, ça peut vous donner le goût, un avant-goût de ce que vous vivrez. Alors, voilà, maintenant, une fois qu'on a parlé de tout ça, par où commencer? Alors, sur notre site web, il y a la section des étapes à suivre. Donc, vous avez le lien là, ici en haut. On a vraiment fait cette page-là pour y aller étape par étape, 1, 2, 3, qu'est-ce qu'il faut faire pour rendre ça le plus facile et ne pas se perdre dans toutes les démarches administratives. Alors, le parcours suggéré, on va y aller en 3 étapes. Donc, la première étape, bien entendu, c'est de choisir votre établissement et d'informer la Maison internationale de votre choix. Alors, on va approfondir plus sur cette première étape-là. Pour faire un bon choix, alors, il existe le répertoire des ententes de l'Université de Montréal. Vous allez pouvoir naviguer dessus. Et j'ai fait une petite parenthèse. Si jamais les États-Unis vous intéressent, l'UDM fait partie d'un consortium d'universités canadiennes et américaines qui s'appelle le National Student Exchange, qui a un fonctionnement légèrement différent. Donc, si les États-Unis sont une destination qui vous intéresse, vous devez absolument me rencontrer moi-même pour qu'on passe un petit 30 minutes ensemble là, pour qu'on décortique en fait, le fonctionnement particulier de cette entente-là. Et Kilam est aussi, permet aussi d'aller faire des études aux États-Unis dans d'autres établissements spécifiques. Kilam est agrémenté d'une bourse très généreuse de 5 000 $ par session. Mais on recherche là, vraiment des candidats de fort rendement académique. Là, on parle des moyennes très élevées. Alors bref, si c'est quelque chose qui vous intéresse, là, je vous invite à me contacter pour qu'on puisse en parler. Et petite particularité aussi pour le National Student Exchange, il y a des frais de participation de 200 $. Donc, il n'en a pas pour réaliser un programme d'échange dans toutes les autres destinations, seulement pour le National Student Exchange, environ, c'est ça, un 200 $ de frais de participation. Alors, une fois que vous allez sur notre répertoire, vous avez le lien ici. Donc, vous pouvez faire une recherche par texte, par pays, par nom d'établissement. Donc, ici, si on choisit le pays, on va y aller, par exemple, avec la Belgique. Et là, ça va vous donner tous les établissements en Belgique avec lesquels nous avons
des partenariats. Là, on va cliquer sur l'Université libre de Bruxelles et on obtient cette fiche d'établissement-là qui nous donne les informations suivantes. Donc, bien sûr, le pays, la ville, le site Internet de l'établissement et la langue d'enseignement. Donc, à l'ULB, c'est le français, mais bon, il y a aussi possibilité de suivre des cours en anglais. Donc, c'est là qu'on va voir là, justement quelles sont les langues d'enseignement et quel est le niveau requis. Donc, ici, on parle pour l'anglais, si vous prévoyez suivre des cours réguliers en anglais, une attestation du centre de langue niveau B1 est requise. On va en parler un peu plus tard de l'attestation de langue, mais c'est justement dans cet onglet-là où vous allez voir si vous avez besoin d'avoir un niveau B1 ou B2 ou bref, peu importe selon l'établissement. Renseignement important, donc quand on a une information spécifique que l'université nous a transmise, on va la mettre, on va la préciser ici. Ça peut être par exemple, bon, une moyenne minimale supérieure à ce que nous demandons peut être exigée, ou par exemple, j'ai en tête un établissement en Corée du Sud où on est obligé d'aller demeurer dans les résidences universitaires si on choisit cette université-là. Donc des choses qui sont notables pour votre choix, pour faire votre choix. Ensuite, le calendrier académique. Donc, bien important de regarder quelles sont les dates des sessions. Ici, vous remarquerez que le semestre 1, donc à l'automne, se déroule de la mi-septembre à la fin janvier. C'est pas rare, c'est assez commun de voir ça en Europe de l'Ouest. Donc, si c'est le cas, bien là, justement, ça va empiéter sur votre session d'hiver ici à l'Université de Montréal, si vous voulez partir seulement une session. Donc, à considérer, peut-être que vous allez préférer partir à l'hiver ou peut-être que vous allez décider de partir toute l'année. Ensuite, le système d'équivalence. Donc, c'est comment fonctionnent les crédits parce que c'est pas partout que les cours valent 3 crédits comme ici à l'Université de Montréal. Donc, ça va varier d'un établissement à l'autre, d'un pays à l'autre. Ensuite, vous avez le lien vers la fiche d'établissement. Donc, cette fiche nous a été fournie par l'établissement partenaire et c'est pas toujours le cas, on n'en a pas pour tous les établissements, mais quand on en a une, je vous invite fortement à aller la consulter parce que ça va vous donner des informations spécifiques sur, par exemple, comment trouver les cours, comment faire la recherche de cours, comment, en fait, quelles sont les options pour l'hébergement. Des fois, on vous parle de combien vous devriez budgéter pour votre destination. Des fois, on vous donne l'information par rapport au visa. Donc, ça vaut toujours la peine, là, quand on a cette fiche-là, d'aller la consulter. Enfin, vous avez aussi les évaluations de séjour de l'établissement. Donc, encore une fois, quand on en a, si des étudiants nous ont transmis une évaluation de séjour, on la met en ligne pour que vous puissiez la consulter pour avoir de la rétroaction concrète des étudiants qui sont partis dans l'université en question. Ensuite, si vous allez un peu plus bas là, pour faire suite aux onglets qui sont plus hauts, bien là, vous allez voir tous les types d'ententes que nous avons avec l'Université libre de Bruxelles. Donc là, on voit qu'il y en a beaucoup d'ententes qui sont réservées à des départements. Par exemple, histoire de l'art et études cinématographiques, communication, linguistique et traduction. Alors, bon, encore une fois, mais ici, on voit Université libre de Bruxelles, programme d'échange d'étudiants Université de Montréal sortant. Donc, ça veut dire que c'est une entente qui est générale et qu'un étudiant, peu importe sa discipline d'études, peut aller étudier à l'ULB parce qu'il existe une entente qui est générale. Ce n'est pas seulement une entente réservée à un département. Donc, c'est ça que vous devez surveiller quand vous faites votre recherche, qu'il existe soit une entente départementale ou sectorielle et ou une entente générale qui va dire Université de Montréal. Donc, juste en comparaison, ici, si vous voulez savoir s'il existe une entente qui est réservée pour votre département précisément, on va dans la recherche de texte et on va indiquer, par exemple, sciences politiques, je suis une étudiante en sciences politiques, et là, ça va me donner exclusivement les ententes qui sont signées avec le département de sciences politiques. Donc, on a un nombre plus restreint d'universités. Alors là, si je prends par exemple la Universidad de Torquato de Tella, je vois ici qu'il y a une entente avec le département de sciences politiques et aussi la faculté de droit. Ce qui veut dire que si je suis une étudiante en communication, bien, je ne peux pas considérer cette université parce qu'il n'y a pas d'entente réservée à la communication ou il n'y a pas d'entente générale
pour tout l'Université de Montréal. Bref, pour faire un bon choix, en résumé, ce que vous devez prendre en considération, ce sont les choses suivantes. Donc, vous devez vous assurer qu'il y a un choix de cours très intéressant dans l'université où vous allez étudier. Donc, un choix de cours exhaustif parce que vous allez devoir déposer un dossier de candidature pour partir en échange avec des équivalences que vous pensez faire approuver. Donc, vous allez faire un choix de cours à l'établissement d'accueil avec des équivalences à l'Université de Montréal approuvées par votre département. On va y revenir là, par rapport au contrat d'études. Ça va être un des éléments du dossier de candidature. Mais bref, vous devez vous assurer qu'il y a beaucoup de cours qui sont intéressants pour vous parce que vous allez déposer un dossier vraisemblablement en janvier-février, mais vous allez partir 6 mois, voire 1 an plus tard. Et c'est 6 mois ou 1 an plus tard que vous allez faire votre véritable choix de cours. Et une fois à l'étranger, ben, si jamais vous voulez faire votre choix de cours et puis là, ben, il y a des conflits d'horaires ou les cours sont complets parce que les étudiants locaux avaient priorité, ben, ça peut être problématique pour vous. Vous devez vous assurer là, qu'il y a facilement des options de rechange à votre choix de cours initial que vous aimeriez faire. Donc moi, je vous dirais, s'il y a 5 cours qui vous semblent intéressants, puis vous avez une équivalence pour 5 cours ici, c'est très serré, c'est pas vraiment une bonne option pour vous, là. Vous devez vraiment vérifier là, s'il y a facilement 8-10 cours là, qui peuvent être reconnus en équivalence. Mais bref, on va en reparler un peu plus tard. L'autre point, c'est la langue d'enseignement. Donc, bien entendu, vous devez maîtriser la langue dans l'université où vous allez étudier. Le calendrier scolaire. Donc, vérifiez que c'est bien compatible avec votre session ici à l'Université de Montréal. Ensuite, budget et coût de la vie. Hein, on vous invite quand même à vous renseigner le plus possible. On vous a donné des exemples de budget, mais il y a d'autres outils sur notre site web pour essayer d'avoir une meilleure idée de combien ça peut coûter dans la ville où vous voulez aller étudier pour vous permettre de choisir une destination qui est à la hauteur de ce que vous êtes capable de payer. Ensuite, je veux mentionner les accommodements pour les étudiants en situation de handicap. Donc, il y a des étudiants à l'Université de Montréal qui vont au service aux étudiants en situation de handicap et peuvent avoir justement des accommodements pour, par exemple, la prise de notes, pour passer des examens, que ce soit avoir du temps supplémentaire, avoir une salle spéciale pour faire des examens, ou bref, ne pas s'organiser pour ne pas avoir 2 ou 3 examens la même journée. Il faut savoir qu'à l'étranger, ils n'ont pas nécessairement la même façon de voir les accommodements. On a vu des étudiants qui, une fois dans l'établissement partenaire, devaient refaire un test avec un médecin et le médecin local disait « Bon, mais voici le diagnostic et voici les accommodements qu'on vous propose » et ce ne sont pas nécessairement les mêmes qu'à l'Université de Montréal. Donc, si vous avez des accommodements ici à l'Université de Montréal, ce serait bien dans vos recherches d'université de regarder s'il existe un tel service à l'université qui vous intéresse à l'étranger et de voir, d'essayer de vous renseigner sur les accommodements qui sont offerts. Si vous ne trouvez pas l'information, communiquez avec nous, les conseillères à la Maison internationale, et on va essayer de voir si on peut obtenir plus d'informations pour vous assurer que justement ça va être un bon établissement compatible pour vous. Et bien sûr, il y a la culture du pays d'accueil. Hein, on vous invite fortement à vous renseigner pour être sûr que vous savez dans quel environnement culturel, linguistique, législatif vous allez baigner pendant plusieurs mois pour faire vraiment un choix éclairé et pas avoir de mauvaises surprises une fois que vous êtes à l'étranger. Petite parenthèse, voyager l'été avant le départ en échange. Je veux juste préciser, si vous avez un projet, si vous prévoyez partir à l'automne, il faut savoir qu'il y a beaucoup de démarches administratives qui vont devoir se faire pendant l'été avant que vous partiez en échange. Alors, si vous avez prévu d'être à l'extérieur de la ville, à l'extérieur de la province, à l'extérieur du pays, ça peut être très compliqué au point de vue logistique de faire des démarches parce que, par exemple, vous allez peut-être avoir une demande de visa à faire et la demande de visa, vous ne savez pas nécessairement quand est-ce que vous allez pouvoir la faire parce que vous allez attendre la lettre d'acceptation de l'établissement d'accueil et on ne sait jamais vraiment quand est-ce qu'on les reçoit. Ça peut être en avril, en mai, en juin, en juillet. Donc, si vous avez un tel projet,
il y a quand même une réflexion à faire. Peut-être venir voir des conseillères pour qu'on regarde s'il y a des choses auxquelles vous devriez penser, qu'est-ce que vous pourriez faire à distance, qu'est-ce qui ne peut pas se faire à distance, parce que peut-être que ça va justement réorienter là, vos plans. Donc, ensuite, on a parlé du choix d'établissement, mais ensuite, il est nécessaire de confirmer l'université, l'établissement qui vous intéresse avec la Maison internationale. Donc, il y a un lien pour un Google Form que vous devez compléter. C'est bien important de le faire parce que nous, ça nous permet de répertorier qui part où et s'attendre à quelle demande on aura parce que il y a des destinations qui sont contingentées. Et aussi, c'est de savoir si jamais on reçoit une information importante d'un tel partenaire et qu'on c'est pertinent de la partager avec vous, on peut pouvoir vous la transmettre là, si ça peut avoir une incidence sur votre candidature. On vous demande vraiment de faire un choix réfléchi, posé, et vous allez faire un premier choix, mais on vous demande aussi de sélectionner un deuxième et un troisième établissement de façon très sérieuse parce que oui, il y a des destinations qui sont contingentées, donc c'est malheureusement pas tout le monde qui va pouvoir avoir sa première destination. Donc, il faut faire preuve d'ouverture d'esprit si vous voulez partir en échange. Il y a toujours une destination. On ne manque pas de destination, c'est juste qu'il faut être ouvert et il faut justement le faire 2-3 choix sérieux parce que si on vous dit ça ne fonctionne pas pour le premier choix, go, on se lance dans la deuxième université et on embraye avec ça. Il faut faire attention aussi aux choix contingents, aux destinations qui sont contingentées. Donc, sur notre site, on a une liste des universités qui ont tendance à être contingentées. Donc, assurez-vous que parmi vos 3 choix, il y en a une qui n'est pas contingentée. Et une fois que vous êtes sélectionné, on y va avec ça. Il ne faut pas tout se remettre en question. Donc, vraiment, faites la réflexion pour que quand vous déposez votre dossier, on embarque avec une des 3 destinations que vous avez choisies. Donc, maintenant, pour le parcours suggéré pour poursuivre, on va y aller avec la deuxième étape qui consiste à faire approuver le contrat d'études par le département, procéder au test de langue et les autres documents du dossier de candidature. Donc, le fameux dossier de candidature, en quoi consiste-t-il? Donc, vous allez trouver l'information ici dans notre section déposer son dossier. Donc, vous allez avoir une plateforme en ligne, à compléter, sur laquelle compléter vos informations personnelles. Vous allez devoir joindre votre passeport, votre relevé de notes officiel, le plus à jour, donc incluant la session d'automne 2019. Ceci veut dire que vous ne pourrez pas soumettre votre candidature avant la fin janvier parce que les relevés de notes sortent autour du 23 ou du 24 janvier. Donc, il faut vraiment attendre d'avoir ces notes-là officiellement pour que vous puissiez soumettre votre candidature. Ensuite, on vous demande une lettre de motivation. Je vous invite à aller cliquer sur les différents onglets qui sont présents parce qu'il y a des détails et la lettre de motivation, on vous demande de répondre à certaines questions précises. Donc, c'est important de bien répondre parce que c'est un des éléments importants de votre candidature pour l'analyse. Ensuite, pour l'attestation de langue, c'est là qu'on va indiquer le lien vers les responsables du Centre de langue de l'Université de Montréal qui s'occupent des attestations. Je vais en parler encore à l'instant. Et le contrat d'études provisoires, donc qui est votre choix de cours. Alors, bref, on va y aller plus en détail sur l'attestation de langue et le contrat d'études provisoires. Aussi important, vous déposez un seul dossier. Vous soumettez votre candidature seulement pour votre premier choix. Donc, vous ne faites pas 3 lettres de motivation, pas 3 attestations de langue, puis pas 3 contrats d'études provisoires. C'est vraiment pour votre premier choix. Alors, étudier dans une autre langue. Donc, vous avez 2 options. Donc, si sur le répertoire des ententes, il est indiqué qu'une attestation du centre de langue est requise, vous allez rencontrer le professeur LDM qui en est responsable. L'attestation, elle est gratuite. Donc, les professeurs ont différentes façons d'évaluer votre langue. Prenez-vous à l'avance. On ne fait pas ça 3 jours avant de soumettre son dossier parce que vous ne saurez pas les disponibilités des professeurs. Ils sont parfois très occupés. Aussi, je veux mentionner que si vous n'avez pas le niveau requis,
au moment de déposer votre candidature, on comprend, ça peut arriver. Par exemple, un étudiant va déposer son dossier en février pour partir l'hiver de l'année suivante. Il y a encore plusieurs sessions pour apprendre l'espagnol, par exemple. Donc, sur l'attestation de langue, il va être indiqué votre niveau actuel, le niveau que vous aurez à la fin, après avoir terminé le cours auquel vous êtes inscrit. Et il y a une section commentaires où vous pouvez indiquer quelles sont les démarches que vous comptez prendre pour atteindre le niveau requis par l'établissement partenaire. Donc, encore une fois, il faut démontrer votre sérieux. Si vous avez un niveau A1 et qu'on vous demande un niveau B2, ben là, c'est peut-être un petit peu trop ambitieux. Donc, il faut y aller quand même de façon réaliste. Si vous avez un niveau A1, A2, peut-être que c'est possible d'atteindre un niveau B1, mais B2, c'est peut-être un peu ambitieux. Donc, dans votre choix de destination, encore une fois, il faudra regarder une université qui demande, par exemple, un niveau B1 en espagnol. Ensuite, donc, l'attestation linguistique de l'UDM, elle est gratuite. Cela dit, il y a certaines universités qui vont demander un test de langue internationale comme le TOEFL ou le IELTS. Dans ce cas-ci, c'est un test qui est payant. On parle d'environ 300 $ pour faire le test. C'est un test qui dure environ 4 heures. Il y a 4 volets de l'évaluation: communication orale, communication écrite, expression orale, expression écrite. Donc, il y a des façons de se préparer, il y a des tests en ligne, même à la bibliothèque de lettres et sciences humaines, vous pouvez faire des examens de pratique. Et si c'est requis d'avoir un score en particulier, si l'université d'accueil demande un score, c'est beaucoup en Australie, en Irlande, au Royaume-Uni que ça va être requis, ces tests-là. À ce moment-là, vous devez vraiment avoir le score requis au dépôt de votre dossier pour qu'on sache que vous répondez à l'exigence de l'établissement partenaire. Enfin, le contrat d'études. Donc, c'est le gros morceau du dossier de candidature. Là. Donc, j'ai parlé un peu plus tôt de choix de cours, donc je vais élaborer un peu plus. C'est quoi et à quoi ça sert? Donc, le contrat d'études, c'est votre choix de cours préliminaire, donc les cours que vous souhaitez prendre avec des équivalences, et ça sert à avoir l'autorisation académique de votre département. Donc, il y a un responsable des échanges dans votre département qui va signer, qui va dire oui, on approuve, on estime que suivre tel cours, c'est équivalent à ce cours-ci et on peut accorder une équivalence à l'Université de Montréal. 2 grands principes pour monter votre contrat d'études. Regardez les cours que vous avez suivis et ceux qui vous restent en fait à faire et trouver des cours qui peuvent ressembler. On s'entend que c'est souvent plus facile de se faire reconnaître des équivalences pour des cours à option ou des cours au choix que des cours obligatoires. Donc, si c'est possible pour vous de finaliser vos cours obligatoires avant de partir en échange, souvent ça va être plus facile pour obtenir une approbation de vos équivalences. En fait, ce que vous devez considérer, c'est justement le système de crédit LDM qui va être différent des cours des crédits à l'étranger. C'est pas toujours un cours qui est équivalent à un cours. Faire attention là, aux sessions auxquelles se donne le cours. Si vous savez que vous voulez partir à la session d'hiver puis vous avez la liste de cours de l'hiver, prenez pas la liste de cours de l'automne. Des fois, faut être vigilant par rapport à ça dans vos recherches. Et super important aussi d'avoir des choix alternatifs. Donc, on va regarder un contrat d'études de quoi ça a l'air. Donc, vous avez ici là, un exemple. Vous devez remplir un contrat d'études pour chaque session à l'étranger. Vous allez indiquer d'un côté les cours que vous souhaitez prendre à l'université d'accueil, avec de l'autre côté les équivalences. Et de chaque côté, bien, vous avez justement le titre du cours avec le nombre de crédits. Donc, ce qu'on voit à gauche, c'est que, par exemple, on voit qu'il y a 6 cours à gauche pour un total de 31 crédits SETS. Et à droite, ça nous donne 5 cours UDM pour un équivalent de 15 crédits. Donc, encore une fois, là, c'est pas un ratio de 1 pour 1, puis c'est pas toujours des 3 crédits. Là-bas, il y a des cours qui valent 4, 5, 6 crédits. Enfin, bien entendu, il faut dater et signer le document. Donc, le contrat sur cette page-ci, ce serait comme le choix de cours idéal, le choix de cours souhaité. Cela dit, comme il est possible qu'il y ait un conflit d'horaire ou que les cours soient complets, etc., vous devez avoir des cours alternatifs. Alors, sur la page 2, encore une fois, là, vous indiquez vos choix alternatifs.
et ceux-ci doivent aussi être approuvés par votre département. Donc, plus vous avez de choix alternatifs, plus ça facilite vos démarches une fois que vous êtes rendu à l'étranger, parce que quand vous avez une courte période pour faire vos choix de cours et vous avez déjà plusieurs cours qui sont préapprouvés, bien justement là, vous avez la flexibilité sur place. Quelques exemples ici du système de crédit. Donc là, on a l'Université Diego Portales au Chili. Donc ici, par exemple, il faut faire 10 crédits là-bas pour l'équivalent de 3 crédits à l'Université de Montréal. En Chine, ici, là, on indique que le système de crédit de cet établissement n'étant pas uniformisé, il est recommandé de se référer au nombre d'heures d'enseignement pour établir les équivalences. Donc ça, c'est des choses qui arrivent aussi. Des fois, il n'y a juste pas de système de crédit. Alors ici, on estime qu'un cours, c'est 3 heures pendant 15 semaines, c'est 45 heures. Donc, vous devez faire l'équivalent de, disons, 180 heures de cours pour avoir 12 crédits ou 225 heures de cours pour avoir l'équivalent de 15 crédits. Grosso modo, toujours avec l'approbation de votre département. Mais bref, on a élaboré une capsule d'information qui vous explique là, point par point là, comment vous concentrer là, sur le contrat d'études. Donc, dernière étape, en fait, c'est soumettre votre dossier en ligne. Alors, vous avez ici les dates limites. Donc, jeudi le 30 janvier pour les étudiants qui veulent aller au Canada, aux États-Unis ou au Japon. Et tous les étudiants en musique aussi. Peu importe la destination, tous les étudiants en musique doivent déposer le 30 janvier. Et le 6 février, en fait, c'est le reste du monde, là, justement, sauf le Canada, États-Unis et Japon. Et étudiants en musique. Une fois que vous avez déposé votre dossier, alors, on relaxe, on continue, c'est quand même une grosse étape, mais il faut savoir qu'est-ce qui suit. Donc, il y aura un processus de sélection par un comité à l'Université de Montréal. Ensuite, le fait d'être sélectionné par l'Université de Montréal ne fait pas en sorte que vous êtes automatiquement admis par l'établissement d'accueil. Il va y avoir d'autres démarches administratives à faire avec l'établissement à l'étranger. Donc, eux, ils vont avoir leur petit formulaire. Ça se peut qu'ils demandent des documents supplémentaires à ceux que nous avons demandés. Donc, ça, c'est l'étape suivante. Et enfin, l'université d'accueil va envoyer une lettre d'acceptation officielle. Donc, c'est à ce moment-là, on ne peut pas acheter le billet d'avion tant qu'on n'a pas cette lettre d'acceptation officielle de l'établissement partenaire. Et aussi, là, à un certain moment donné, là, dans toutes ces étapes-là, vous allez être convié à partir d'une formation pré-départ obligatoire organisée par la Maison internationale. Alors, pour vous aider, quelques ressources. Donc, nous, les conseillères de la Maison internationale, nous sommes 3. Donc, moi-même, je m'occupe de l'Afrique, de l'Asie, de l'Océanie, Canada et États-Unis. Ensuite, il y a Diana qui s'occupe de la France, la Suisse, Moyen-Orient, Amérique latine et Sofiane qui s'occupe de la Belgique et de l'Europe non francophone. Nous sommes situés au pavillon J.A. de Sèvres, donc sur le boulevard Édouard-Montpetit, juste à côté en fait du Sepsum et des résidences universitaires. Et enfin, une autre personne clé dans vos démarches sera votre responsable des échanges. Donc, pour chaque département, il y a une personne qui est attitrée pour justement là, approuver vos équivalences. Donc, on les a répertoriés dans un tableau et vous allez trouver l'information là, justement dans les étapes à suivre là, quand vous êtes rendu à l'étape de la préparation de votre dossier de candidature. Alors voilà, je vous remercie pour votre attention. On continue là avec les questions par clavardage et n'hésitez pas aussi à nous appeler ou à venir nous rencontrer là, si vous avez